le cadre de votre émission Face à la rédaction, votre émission qui parle de tous les thèmes, notamment la politique, la santé, ainsi que tous les autres sujets. Pour aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé avec deux spécialistes. Il s'agit du docteur Hassani, qui est pédiatre spécialisé dans le cancer, et le docteur Jenny Yanga, qui est ophtalmologue. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur. Il s'agit de Magali Baïkoul, avec qui nous allons animer cette émission. Magali, comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir. Merci. Commençons cette émission. Docteur Hassani, c'était le 15 février que l'humanité a célébré la journée mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant. Que peut-on savoir de manière rapide sur cette journée? Merci beaucoup pour cette question. La journée internationale du cancer de l'enfant, célébrée chaque le 15 février, est actuellement à sa 20e célébration, parce que c'est une journée qui a été instaurée en 2002. En effet, le plus important dans cette journée, c'est de comprendre que la question du cancer de l'enfant a été saisie comme une véritable préoccupation et aussi comme une véritable opportunité. Alors, voir les enfants souffrir des cancers, c'est dur, mais aussi une opportunité parce que c'est guérissable. Donc voilà pourquoi est-ce que cette journée a été célébrée. Et ici à Kinshasa aussi, quelque chose a été fait pour le bénéfice de ces enfants-là. Et nous remercions donc toutes les autorités ainsi que les responsables qui se sont mis à l'épreuve pour pouvoir mettre cette journée en place. Merci beaucoup. Voir les enfants souffrir des cancers, ça a l'air d'une réalité un peu dure, mais est-ce que, parce que c'est beaucoup plus attribué aux adultes qui souffrent du cancer souvent à un âge plus avancé, mais est-ce qu'un enfant peut-il souffrir du cancer? Oui, exactement. Les enfants peuvent souffrir du cancer parce que c'est une réalité partout dans le monde et même en RDC, les enfants souffrent aussi du cancer. Les enfants souffrent du cancer. Pouvez-vous nous dire quelles sont les différentes maladies, les différents cancers qui reviennent de temps en temps chez les enfants que vous avez l'habitude de traiter? Alors tout d'abord, c'est pour revenir un peu à la question précédente. Il est important que les gens comprennent que les enfants peuvent souffrir du cancer, mais les types de cancers que les enfants développent sont complètement différents des types de cancers que les adultes développent. En effet, par exemple, chez les adultes, vous verrez beaucoup plus les cancers du poumon, le cancer du sein, les cancers du col de l'utérus, etc. Mais chez les enfants, les types de cancers qui sont retrouvés sont totalement différents des cancers des adultes. Tellement différents jusqu'au point qu'un cancérologue adulte ne traite pas souvent les types de cancers qu'on trouve chez les enfants. Et l'inverse est vrai. Un cancérologue pédiatrique ne peut pas traiter les cancers de l'adulte parce que les types sont complètement différents. Oui, docteur, est-ce que le cancer de l'enfant est guérissable? Effectivement, nous, comme je le disais au début, pour la journée du 15 février, c'était pour montrer l'importance du cancer de l'enfant, mais et aussi pour montrer l'exemplarité de ce cancer par rapport au pronostic. Alors, le cancer de l'enfant est guérissable. Beaucoup plus que je peux dire, beaucoup plus que les cancers de l'adulte. Il y a des cancers de l'enfant qui sont guérissables jusqu'à 100%. 100%. C'est exceptionnel quand même d'avoir des taux de guérison comme ça. Alors, docteur, moi j'ai une question, je voulais un peu savoir entre les cancers de l'enfant et les cancers de l'adulte, lequel est le plus dangereux, lequel est le plus a le plus de gravité au fait? Alors, il est vrai que dans l'ensemble des cancers, les cancers de l'enfant représentent à peine 5% à 10% des cancers, en général. C'est-à-dire qu'en termes d'importance, en termes du nombre, on a l'impression donc que c'est les cancers adultes qui viennent en premier. Et les cancers de l'enfant, c'est un événement dans l'ensemble des cancers, c'est quand même moindre, 5%. Mais en termes de guérison, c'est que dans les 5% des cancers, donc dans les 5% de cancers qui représentent les cancers de l'enfant, la guérison peut être obtenue à 70-80% pour l'ensemble des cancers de l'enfant. Donc ça signifie que l'exemplarité de cancer y est, avec un investissement dans ce domaine qui est suffisamment moindre, on peut rapidement démontrer que le cancer est guérissable même sous nos cieux. Donc voilà ce qui fait l'intérêt quand même du cancer de l'enfant, même dans les pays en développement.
Docteur, parlons du cancer de l'enfant. Quelle est la frange d'âge la plus touchée? C'est une question compliquée, ça dépend du type. Mais on va dire qu'il y a certains types qui touchent surtout l'enfant avant l'âge de 5 ans. Il y a d'autres types qui touchent plutôt l'enfant au-delà de 5 ans, entre 5 et 10 ans ou entre 5 et 15 ans. Et donc, en fonction des types de cancer, il y a des tranches d'âge qui sont différents. Alors, en résumé, il y a les cancers de l'enfant à l'âge préscolaire, comme par exemple le rétinoblastome. En général, ça touche l'enfant à l'âge préscolaire. Il y a des cancers qui touchent l'enfant, quel que soit l'âge, mais qui sont prédominants à l'âge préscolaire, comme par exemple les cancers du sang de l'enfant. Et là, effectivement, c'est un cancer qui généralement se trouve entre 2 et 5 ans, dans la majorité des cas, mais ça peut toucher l'enfant même à 0 âge, même à 10 ans, même à 12 ans, même à 15 ans. Mais la tranche d'âge le plus souvent représentée est l'âge préscolaire. Par contre, il y a des cancers qui touchent plutôt l'enfant à l'âge scolaire. C'est par exemple, c'est difficile de l'expliquer autrement, la forme de Burkitt, ce sont des enfants, par exemple, la joue qui gonfle. Alors là, c'est souvent des enfants un peu plus âgés, donc à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, on peut retrouver la forme des Burkitt. Donc voilà un petit peu les tranches d'âge. Docteur, vous avez parlé du cancer de l'enfant qui est guérissable sous nos cieux ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a des exemples palpables des enfants qui étaient venus atteints du cancer et aujourd'hui ils sont 100% rétablis, plus de traces de cancer dans leur corps? Oui, le cancer de l'enfant est guérissable. Et nous avons des enfants, aujourd'hui aux cliniques universitaires, que nous suivons et qui sont complètement en rémission. Alors, rémission, ça signifie quoi? C'est qu'à la fin du traitement, il n'y a absolument aucune trace de cancer dans leur corps, mais il faut attendre un certain nombre d'années pour déclarer la guérison. En général, on va dire 5 ans. On va dire 5 ans plus tard, il faut dire qu'à ce moment-là, on dit qu'il est guéri. Alors oui, le cancer est guérissable. Alors je tiens quand même à profiter de cette question pour dire un élément clé. La guérison n'est possible, surtout dans des conditions où on a des moyens limités, que lorsque le diagnostic est fait au stade du début de la maladie, qu'on appelle diagnostic précoce. Ce sont des diagnostics qui se font au stade du début de la maladie. Alors, il faut avoir la possibilité de remarquer que l'enfant a un problème. Alors, en général, ce sont les parents. Par la suite, aller avec l'enfant à la structure de santé la plus proche, et à ce moment-là, on va trouver les professionnels de santé qui vont détecter quand même qu'il y a une anomalie, et par la suite, l'enfant va être référé dans un milieu spécialisé où le diagnostic du cancer va être confirmé et les traitements adaptés vont être donnés. Alors, sous ces conditions-là, effectivement, il y a des cancers pour qui on peut traiter en moins d'un mois et avec pratiquement 100% de guérison. Par exemple, le cancer de l'œil de l'enfant, lorsqu'on le diagnostique à un stade du début, en général, il n'a même pas besoin d'une chimiothérapie. Il suffit de le diagnostiquer. En général, le chirurgien ophtalmologiste fait les traitements qu'il faut. Et après, l'avoir amené la pièce opératoire au laboratoire d'anatomopathologie, c'est-à-dire au laboratoire, pour regarder c'était exactement quel type de cancer, etc. Le laboratoire nous répond que tous les cancers a été enlevé, il n'y a plus rien qui est resté. Et cet enfant, on peut dire qu'il est complètement guéri de ce cancer. Donc on peut traiter le cancer en moins d'un mois avec des coûts moindres, avec des séquelles moindres, et une réussite très élevée lorsque le diagnostic est fait au stade du début de la maladie, que nous appelons diagnostic précoce. D'accord. Au sujet du cancer de l'œil, Dr Yanga, ici nous allons parler du rétinoblastome. Nous aimerions un peu savoir c'est quoi le rétinoblastome. Merci beaucoup, M. Merge. Le rétinoblastome est un cancer de l'œil de l'enfant. Comme le Dr Assad l'a dit tout à l'heure, il y a des tranches d'âge dans lesquelles on retrouve le plus souvent le rétinoblastome. Il s'agit d'une tumeur maligne de l'œil dans laquelle il y a une multiplication anarchique des cellules de la couche interne de l'œil qu'on appelle la rétine. Cette maladie survient chez les enfants
d'âge compris entre 0 et 5 ans. Mais il existe des cas rares chez qui on peut trouver des rétinoblastomes un peu plus âgés, au-delà de 5 ans. Mais généralement, c'est dans la tranche d'âge de 0 à 5 ans. Docteur Yana, est-il possible que le rétinoblastome aussi n'a pas été détecté tôt dans un œil qui puisse affecter aussi l'autre œil? Généralement, en fait, de cette question-là, je vais faire un petit rétropédalage pour expliquer qu'il y a deux types de rétinoblastome. On peut avoir un rétinoblastome, je ne vais pas aller dans trop de science, mais pour dire qu'il y a un rétinoblastome qui est généralement sporadique, que l'on retrouve généralement dans un seul œil, et l'autre qu'on appelle faussement héréditaire, je mets les griffes, les guillemets, qui généralement se produit dans les deux yeux, voire même dans d'autres cellules du corps. En fait, il s'agit non pas d'une contamination, non. Lorsque l'enfant se développe dans le sein maternel, lorsque seules les cellules de la rétine sont atteintes par une mutation génétique il y a un gène, lorsque les cellules se multiplient, qui est censé, on appelle ça le gène bloqueur. Le gène-là est censé arrêter la multiplication des cellules pour que les cellules du corps passent à la phase de maturation. Maintenant, lorsque ce gène-là subit une mutation, il ne fait plus son travail. Et les cellules continuent leur multiplication jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Maintenant, si cette mutation s'est produite uniquement au niveau de cellules rétiniennes, nous aurons généralement un rétinoblastome unilatéral de forme sporadique, donc à un seul œil. Mais si cette mutation a atteint toutes les cellules du corps humain, donc plusieurs cellules, nous aurons autant de mutations au niveau des cellules de l'œil, et cet enfant-là naîtra avec un rétinoblastome aux deux yeux, mais il peut aussi plus tard développer d'autres tumeurs ou d'autres cancers à distance, ailleurs. Donc il n'y a pas de contamination possible, mais c'est plutôt la façon dont la mutation génétique s'est opérée. Si c'est seulement au niveau rétinien, généralement c'est à un seul œil et ça restera là, dans l'œil, et puis évidemment, sans traitement, il peut s'étendre dans les régions avoisinantes. Mais si c'est une mutation généralisée, l'enfant naîtra avec un rétinoblastome bilatéral. Mais le risque de contamination n'est pas là. On ne se contamine pas d'un rétinoblastome. Ok. Et puis quels sont les symptômes facilement détectables? Par exemple, pour une mère, elle ne maîtrise pas tous les termes techniques là. Donc, quels sont les symptômes facilement détectables? Une mère peut savoir que déjà à 9 mois ou 6 mois, son enfant présente le rétinoblastome. Merci, c'est une très belle question. Nous disions il y a quelques jours avec M. Merge que les mamans peuvent déjà diagnostiquer un rétinoblastome à la maison. Dr Karim l'a dit, que ce sont généralement les parents qui détectent les premiers signes. Et la difficulté que nous avons dans notre profession, c'est que lorsqu'on a vu ces signes, généralement on ne réagit pas assez vite. C'est pour ça que nous parlons du diagnostic précoce, des diagnostics des signes annonciateurs. Qu'est-ce que nous devons observer? Lorsque vous avez les yeux de votre enfant, ils doivent regarder dans la même direction. Lorsque vous regardez votre enfant de face, les deux yeux doivent regarder dans la même direction. S'il y a un œil qui fait un peu son caprice et qui regarde à côté, ce que nous appelons le strabisme, en langage commun on appelle un œil qui louche, c'est quelque chose de suspect. Ça peut être rien, mais ça peut aussi cacher un rétinoblastome. Il y a cela. Il y a aussi ce que nous appelons en termes scientifiques une leucocorie. C'est une tache blanche dans le fond de l'œil. Généralement, une maman, vous savez, les mamans modernes aiment les photos. Hein? Ils sont tout le temps en train de faire des selfies avec leur bébé. Essayez de faire une photo avec un flash. Vous remarquerez la différence entre les deux yeux. Dans un œil, vous verrez un reflet chatoyant, comme un œil de chat dans l'obscurité. Vous verrez qu'un œil a cet effet qui brille dans l'obscurité et l'autre ne l'a pas. Et vous le verrez facilement avec le flash. Il y a aussi un œil qui devient de temps en temps il rougit. Tout le temps il rougit. On met des médicaments au centre du coin, mais la rougeur revient. Un œil qui s'inflamme à répétition doit vous tiquer. Vous devez vous dire, ça ne peut pas être normal. Un œil qui augmente spontanément de volume. Nous appelons cela la buphtalmie. Mais quand vous voyez qu'un œil est plus grand, c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant regardez votre enfant. Vous voyez qu'il y a un œil qui est un peu plus gros que l'autre. N'attendez pas. Et surtout, Dr Hassani l'a dit,
allez consulter une structure de santé. N'écoutez pas non, nous dans notre famille ça se passe comme ça. Généralement chez nous ça commence comme ça et puis après ça va s'arranger. Ça peut être rien, mais ça peut aussi cacher un cancer. Mieux vaut contacter le personnel de santé le plus proche, qui sont formés pour vous orienter à qui de droit. Si c'est chez les spécialistes, eux, ils vont dire que merci d'être venu, ce n'était qu'un strabisme qui était lié à un problème de réfraction, ou bien ce n'était qu'une inflammation bénigne. Plutôt que l'on vous dise, vous êtes venu en retard, c'était un cancer et vous avez attendu un peu trop. Restons dans le même angle. Parlons du caractère héréditaire du rétinoblastome. Est-il possible que ce cancer se manifeste chez les jumeaux? Ou soit l'un des jumeaux peut naître avec et l'autre a échappé à cette maladie? Oui, c'est une très belle question. Je pense que le Dr Hassani me complétera. Lorsqu'il est question de jumeaux, il faut savoir de quoi on parle. Il y a des jumeaux univitellins, homozygotes, c'est-à-dire qui sont sortis d'une même cellule. Ce qui arrive à l'un arrive forcément à l'autre. Parce que c'est la même cellule de départ qui va subir des mutations plus tard. Ça, c'est dans la condition que c'est le même individu qui s'est dupliqué. Mais les jumeaux, les faux jumeaux qui sont issus soit de 2 spermatozoïdes différents ou de 2 ovules différents qui ont été fécondés au même moment, il n'y a aucune raison qu'ils aient forcément la même mutation génétique. Mais étant descendants d'une même fratrie, d'une même parenté, il y a des familles de cancers. Il y a des familles où les grands-parents ont développé des cancers, des oncles, des tantes. Étant issus d'une même fratrie, ils peuvent développer. Mais il n'y a aucun élément qui dit que parce qu'ils ont vécu dans le même utérus, ils seront forcément atteints de la même maladie. À moins qu'ils soient des jumeaux univitellins. Dr Karimi peut me compléter là-dessus. Exactement, c'est ça. Nous sommes dans une situation telle que nous devons comprendre que la chose la plus importante à retenir que Dr Yanga a dit, c'est regarder vos enfants. Regardez, alors nous parlons d'un diagnostic au stade du début de la maladie, c'est-à-dire que ce sont des maladies pour lesquelles, dans certains cas, oui, c'est accessible à ce qu'on appelle dépistage, c'est-à-dire que l'enfant n'a absolument aucun symptôme, aucun signe, mais on amène quand même l'enfant chez le docteur pour qu'il vérifie. Mais pour le rétinoblastome, il y a des cas vraiment exceptionnels que l'ophtalmologiste va dire aux parents, écoutez madame, chez vous, si vous avez un bébé, amenez-le, même si tout va bien, je dois vérifier si ce cancer ne se développe pas. Alors ce n'est pas du tout les cas les plus fréquents en général en Afrique subsaharienne, en Afrique comme chez nous en RDC. Chez nous, nous sommes plutôt dans le diagnostic précoce, vu la façon avec laquelle la maladie se développe. La plupart des fois, c'est une maladie qui se développe comme on le disait, c'est la faute à pas de chance. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui va le plus fréquemment arriver dans le cadre de... Parce qu'ils sont jumeaux, parce qu'ils sont héréditaires. Ça sera vraiment parce que les cas l'hérédité n'est qu'un facteur. Voilà. D'accord. En vérité, pour la plupart des cas, c'est la faute à pas de chance. La faute vraiment. Alors à ce moment-là, que le parent soit vigilant, qu'il regarde les signes qui ont été bien décrits par Dr Yanga, par rapport donc aux signes qui peuvent alerter. Attention, ça peut être un rétinoblastome. Alors, pour la petite histoire, je connais une famille qui savait déjà, qui connaissait ces signes qui alertent, ces signes annonciateurs. Ils sont partis chez un personnel de santé qui a été rassurant, en disant non, écoutez, c'est rien. Mais la maman, pour elle, elle n'était pas à l'aise, parce qu'elle voyait que cette anomalie persistait. Et elle a toqué plusieurs portes, et une fois, elle est partie toquer chez un ophtalmologiste, et l'ophtalmologiste a examiné l'enfant. L'ophtalmologiste a dit, écoutez, s'il vous plaît, je pense qu'il s'agit d'un cancer de l'œil de l'enfant. Allez-y voir tel autre ophtalmologiste qui a l'habitude de le voir, et à ce moment-là, il va lui confirmer ou pas cette maladie. Et à ce moment-là, cet enfant a été traité à temps à cause de l'insistance de la mère, parce qu'elle connaissait les signes annonciateurs. Donc vous voyez parfois que c'est très important d'être regardant, et c'est sur ça que je vais rebondir pour dire, s'il vous plaît, il est important que nous regardions les yeux de nos enfants.
Docteur Hassani, est-ce que le rétinoblastome, c'est le seul type de cancer qui attaque l'œil de l'enfant? Eh bien, il y a différents autres types de cancers qu'on peut énumérer ici pour permettre aussi aux parents d'être informés là-dessus. Très bien. Alors écoutez, nous travaillons aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous travaillons en équipe. Nous avons donc une équipe que nous appelons une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire c'est une équipe dans laquelle il y a plusieurs disciplines. Il y a le pédiatre spécialisé pour le cancer, il y a l'ophtalmologiste, il y a le radiologue, il y a l'anatomopathologiste. En termes simples, c'est celui qui regarde dans les laboratoires. Nous avons les anesthésistes parce que parfois il faut les opérer quand même. Il faut donc avoir un anesthésiste de côté. Donc c'est vraiment toute une équipe, je n'ai pas cité tout le monde, c'est vraiment toute une équipe qui travaille. Alors actuellement aux cliniques universitaires, chaque année, nous recevons une moyenne d'environ 100 nouveaux cas de cancer de l'enfant. Mais nous savons qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas aux cliniques universitaires. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. Donc sur les 100 nouveaux cas actuellement aux cliniques universitaires, le premier type de cancer que nous recevons, c'est le rétinoblastome. Il y en a d'autres. Alors nous avons 5 types de cancers chez l'enfant qui sont les plus fréquents actuellement. Pour commencer, c'est le rétinoblastome qui est en fait le cancer de l'œil de l'enfant. Nous avons le néphroblastome, c'est un terme technique, mais ça signifie les cancers du rein de l'enfant. Nous avons également le lymphome de Burkitt. En fait, ce sont des gonflements qui arrivent en général au niveau de la joue ou au niveau du ventre et qui, en général, se développent très vite. Se développent très vite. Et ça, c'est le lymphome de Burkitt. Nous avons les leucémies. Alors, je dis bien les leucémies parce que c'est un grand ensemble. Parce que leucémie, en français, c'est un mot féminin. On dit une leucémie. Mais moi, j'ai dit les leucémies parce qu'il y en a vraiment plusieurs types. C'est un ensemble qui regroupe des types. Alors, le plus fréquent que nous avons, c'est un type particulier qui est en général retrouvé chez l'enfant. C'est la lymphoblastique, la leucémie aiguë lymphoblastique. Alors, sans entrer dans les détails, la leucémie, ça signifie cancer du sang de l'enfant. Et le dernier type que nous avons, parmi les plus fréquents en tout cas, c'est les cancers qu'on appelle le lymphome hodgkinien. En général, ce sont des ganglions qui commencent à gonfler et qui ne s'arrêtent pas de gonfler malgré des traitements. Les gens pensent que c'est peut-être la tuberculose, mais finalement, malgré les traitements contre la tuberculose, aucune réponse. Donc, en général, c'est un cancer qui se développe assez dans les ganglions. J'espère que tout le monde comprend c'est quoi ganglion. En fait, c'est ces ganglions qui gonflent en général quand on a une petite infection, on a quelque chose qui gonfle, voilà. Donc, ça se manifeste comme ça aussi. Et ça s'appelle le lymphome hodgkinien. Donc voilà les 5 types de cancers le plus fréquents que nous rencontrons et dont le premier type actuellement aux cliniques universitaires est les cancers de l'œil de l'enfant qu'on appelle rétinoblastome. Voilà. Et si le rétinoblastome n'est pas diagnostiqué à temps, est-ce que ça peut faire perdre à l'enfant la vue? Je dirais même mieux, pire en fait, ça peut faire perdre la vie. Alors, quand le cancer est diagnostiqué, la première chose à comprendre, c'est que c'est la vie de l'enfant qui est en danger. C'est la vie de l'enfant qui est en danger, pour tous les types de cancers. Il n'y a pas de cancer gentil. D'accord? Donc, surtout que l'enfant est un être en développement. En général, les cancers de l'enfant se développent assez rapidement. Donc, il y a besoin d'un réel diagnostic au stade du début. Parce qu'à ce moment-là, on peut guérir ces cancers à un pourcentage très élevé. Alors, pour le rétinoblastome en particulier, comme l'a dit Dr Yanga, au début, ça se manifeste par un œil qui va dévier. Si à ce moment-là, on ne fait pas attention, il y a une tache qui va apparaître. Tache blanche, l'œil chatoyant, en général le soir, dans le pénombre, on commence à voir des choses un peu pas trop claires dans l'œil de l'enfant. Si à ce moment-là, on ne fait toujours rien, ça continue à se développer. Comme elle a bien expliqué, l'œil commence à prendre du volume. On sent que cet œil-là, c'est un peu plus gros que l'autre et ça commence à devenir rouge. Et je vous assure, ça peut se développer jusqu'à devenir monstrueux. Exactement. Jusqu'à prendre même le volume de la tête de l'enfant.
J'espère qu'on ne va pas montrer ces genres d'images parce que c'est très sensible. C'est affreux. Et l'enfant finit par mourir dans des douleurs atroces, insupportables. Alors quand on revient en arrière, on se dit que cet enfant était guérissable avec pas grand-chose. Alors on s'est dit qu'il est important que nous puissions sensibiliser les gens pour qu'ils puissent reconnaître les signes d'alerte. Parce qu'à ce moment-là, cet enfant est guérissable. On peut lui sauver d'abord la vie. Et dans certains cas, on peut sauver la vue. Je laisserai Dr Yanga développer la question. Merci. Merci beaucoup, Dr Hassani. Et pour votre question, c'est exactement cela. Notre plaidoyer, notre combat, c'est venez à temps. Venez à temps, s'il vous plaît. C'est mieux de savoir que non, ce n'était rien, plutôt que de se dire j'aurais dû aller plus tôt. La vue peut être conservée, comme le Dr Hassani a dit, lorsque nous sommes à un stade très précoce, c'est-à-dire au tout début, on a les moyens de préserver l'œil, malgré la tumeur à l'intérieur. Mais généralement, de la petite expérience que j'ai en ophtalmologie, les parents ne viennent jamais avec des enfants à ce stade-là. Ils viennent souvent à un stade où la tumeur a commencé à se répandre, à s'étendre au niveau de toute la rétine et ensuite à l'intérieur du globe oculaire, en train d'avancer dans l'œil, avancer. Et quand ça arrive chez nous, on arrive à voir la tumeur à l'œil nu. C'est là déjà, on se dit, c'est un œil qui ne voit presque pas. Alors, on quitte maintenant le domaine de sauver la vue pour passer à sauver la vie. Ce que nous devons faire là, c'est de sauver la vie de ces enfants-là. Cet œil-là est peut-être condamné, mais pas l'enfant. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Comme le Dr Hassani disait tout à l'heure, la grande équipe que nous constituons, nous avons même des psychologues qui font le suivi de ces parents-là. Et les parents d'autres enfants aussi font partie de notre équipe. Les parents, la question que vous avez posée, si nous avons des enfants guéris, nous en avons beaucoup, dont les parents viennent avec leurs enfants pour le contrôle de la rémission. Et ils nous aident énormément à convaincre d'autres parents, à leur expliquer que c'est maintenant qu'il faut agir. Mon enfant était comme le vôtre. On a pris en charge à temps, vous voyez, il joue, il rentre de l'école, il est venu pour son contrôle. C'est à ce moment-là, cette équipe est très importante. C'est pour ça que Dr Karim l'a dit, ce n'est pas partout où on peut soigner les cancers, ce n'est pas tout le monde qui peut soigner les cancers de l'enfant, parce qu'il faut avoir cette équipe-là. C'est un travail d'équipe, cette pluridisciplinarité est essentielle dans la prise en charge. Docteur Yanga, Docteur Karim, avant de chuter cette émission, vous venez de le dire, mais quel est le message particulier que vous pouvez adresser aux parents qui vous suivent, qui ont aussi des enfants, qui veulent prévenir les cancers, toute forme de cancer, et éviter le cas, par exemple, de perdre et la vie et la vue? Je vais commencer et Dr Karim va clôturer. Merci beaucoup à tous ceux qui ont des enfants, à tous ceux qui espèrent en avoir. Sachez que les enfants sont des dons du ciel. C'est agréable de voir votre enfant naître, grandir en bonne santé. Si jamais la maladie arrive, ça devient un combat. Mais c'est un combat que vous n'avez pas à mener seul. Il y a des gens qui sont formés pour vous aider à préserver la santé, la vie de vos enfants. Devant tout signe annonçateur, vous avez suivi l'exposé du Dr Hassani, il n'y a pas que le cancer de l'œil. Si vous voyez des ganglions, des petites boules qui poussent sur le corps de vos enfants, n'attendez pas, emmenez-les vite consulter. La mâchoire de l'enfant qui gonfle, ça ne peut être que peut-être une dent carriée qui lui fait mal, peut-être, mais cela peut cacher aussi une maladie plus grave, un cancer. Ne prenez pas à la légère les signes annonciateurs. Les premiers symptômes que vous voyez chez l'enfant, emmenez-les consulter. C'est seulement dans ces conditions-là que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour garder vos enfants en bonne santé et en vie. S'il vous plaît, venez consulter à temps. N'attendez pas que ça devienne grave.
Merci. Dr Hassani. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je vais un peu compléter ce qu'a dit Dr Yanga, mais avant, permettez-moi de donner un autre aspect qui concerne l'aspect de la prise en charge. En effet, lorsque les enfants nous arrivent, parfois même à temps, parfois même dans on va dire au stade du début, je peux vous garantir qu'il y a des parents qui manquent même de l'argent pour acheter une seringue. Je vous assure, une seringue. Alors, nous essayons de voir, en général en équipe pluridisciplinaire, on discute du dossier parce que chaque semaine, nous faisons quand même une réunion, nous nous réunissons tous et nous discutons même des dossiers comme ça pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes. Alors, je vais profiter ici pour lancer un appel pour toute personne désireuse d'accompagner ces enfants-là. En tout cas, ça sera le bienvenu. Mais à l'occasion, il est important de faire très attention pour ne pas quand même avoir de mauvaises surprises. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour dire que nous sommes dans une situation telle que parfois nous sommes témoins. Nous sommes témoins du fait que la situation financière, socio-économique des enfants n'est pas à même de pouvoir entamer un traitement pour les guérir, même quand ils arrivent à temps. Mais quand c'est dans ces conditions-là, nous nous battons vraiment. Nous nous battons pour que ça puisse être possible. C'est aussi donc l'opportunité de pouvoir dire que le cancer de l'enfant ne coûte pas très cher. En tout cas, quand c'est au début, parfois avec moins de, je vais dire le nombre, je suis désolé, parfois avec moins de $1000, on peut sauver un enfant atteint de cancer. Moins de $1000. Mais il y a des parents, je vous assure, ils n'ont même pas $5. Alors là, ça devient compliqué. Alors, ce que je peux dire comme dernier mot par rapport à cette situation de cancer de l'enfant, c'est que je vais reprendre un peu ce que Dr Yanga a dit. Nous sommes dans une situation telle qu'il faut que nous comprenions que le cancer n'est pas une maladie très fréquente, mais elle existe. D'accord? Donc, ne pensez pas que toute boule qui commence sur le corps de votre enfant, c'est un cancer. D'abord, rassurez-vous, nous ne sommes pas dans le contexte d'une épidémie de cancer. Non, ce n'est pas ça. Le cancer existe, c'est une maladie qui est rare. Il faut, je ne sais pas combien d'enfants qui vont souffrir de malaria avant d'avoir un enfant qui souffre de cancer. Ça, c'est clair. Ça, c'est un. Deuxièmement, ne négligez pas les signes annonciateurs, parce que c'est à ce moment-là que ça nous permet à nous, les médecins, et vous, les parents, de pouvoir faire quoi? De pouvoir quand même dire, attention, peut-être qu'ici il y a un problème. Alors, les signes annonciateurs, pour le cancer de l'œil de l'enfant, Dr Yanga en a parlé. Pour tout enfant, vous êtes en train de donner le bain, de faire le bain à votre enfant, et vous constatez qu'il y a une boule dans le ventre, attention. C'est à ce moment-là qu'il faut consulter. Et si vous arrivez chez un médecin qui vous dit attention, ici, il y a peut-être urgence, n'hésitez pas, ne doutez pas. Donc, parce qu'une boule dans le ventre de l'enfant, en général, c'est une information sérieuse. Il faut en tout cas la prendre au sérieux. Si vous voyez un ganglion qui gonfle, des signes chez l'enfant, un enfant qui est fatigué, il commence parfois à saigner du nez alors que c'était pas du tout ses habitudes. Il commence à se fatiguer. Donc, s'il vous plaît, dès que l'enfant change de comportement, on lui fait les premiers soins, mais ça ne marche pas. On lui fait le deuxième soin, ça ne marche pas. Attention, il faut consulter, il faut aller plus loin. Donc, c'est le message que je veux dire. Faisons un effort ensemble de diagnostiquer nos enfants au stade du début de la maladie, parce qu'à ce stade-là, c'est guérissable. Ici, en RDC,